Entre le 22 et 24 octobre dernier, s'est tenu à Kazan, en Russie, le grand sommet des BRICS, regroupant les 3/4 de l'humanité qui exige un monde multipolaire face à l'ordre mondial actuel dominé par les Américains. Évidemment, très peu de médias français ont fait écho de ce grand sommet. Quels étaient les principaux objectifs du sommet des BRICS à Kazan 2024 ? Quels ont été les résultats concrets ou les déclarations finales de ce sommet ? Comment les discussions sur un nouvel ordre mondial multipolaire se sont-elles déroulées ? À ces questions répondra Frédéric Egouy, qui était un des rares journalistes français présents à ce sommet. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Ce soir, spécial BRICS et spécial sommet de Kazan, dont aucun média, en tout cas télévisuel, n'a parlé. Il n'a pas existé. Pourtant, ce sommet a regroupé des pays qui comptent des milliards d'habitants, mais pour eux, non, ça n'existe pas, ça n'a pas de valeur. Donc nous recevons aujourd'hui Frédéric Egouy, qui lui a été ces 2 jours durant à ce sommet, journaliste, vous le connaissez tous, il a montré de quel bois il se chauffe face à Prisca Thévenot. Avant ça, bien entendu, la lettre de Géopolitique Profonde, elle est là, entre mes mains. Écrit dans cette lettre générale de Lavarde, Claude Janvier, Gérard Chevrier, vraiment les meilleurs y écrivent et on est très fiers de les avoir parmi nous. Donc allez-y, vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Voilà, regardez, il ne faut pas avoir peur. La boutique, elle est prête, elle est pour vous, vous l'avez réclamée, elle est là. Allez-y. Après l'émission, pas maintenant. Voilà. Donc avec Frédéric Egouy, comment ça va, cher Fred ? Eh ben écoute, très bien, merci de me recevoir. C'est un plaisir parce que c'est quand même, moi je trouve quand même dingue qu'un sommet comme celui-ci, qui regroupe les pays les plus peuplés du monde, n'ait pas, hormis toi et peut-être 3-4 journalistes français, n'ait pas plus de couverture médiatique en France. Enfin, je trouve ça c'est hallucinant, quoi. Ouais, c'est complètement hallucinant en fait, et c'est finalement l'un dans l'autre. Moi, ce qui m'a le plus choqué là-dedans. Alors, si j'étais là-bas, c'est que j'avais quand même ma petite idée sur la question. Je savais bien que ces questions-là sont le plus souvent évitées dans nos médias. Mais là, vraiment, ça m'a vraiment marqué parce que vous avez concrètement, alors tu l'as dit au début de la présentation, il y a concrètement la moitié du monde qui est ici et qui est en train de révolutionner la gouvernance mondiale, et on n'en parle pas. On n'entend pas parler, on n'en discute pas, et pourtant c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est concrètement ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on en retire la différence, parce que depuis que je suis revenu, j'ai évidemment un peu lu comment ça a été traité dans nos médias, donc ça a été traité à la marge, et la différence entre moi, ce que j'ai vu là-bas, et ce que je lis dans les médias quand ils en parlent, il y a un fossé en fait. C'est vraiment une différence abyssale entre ce que j'ai pu constater et ce qu'eux écrivent. Et c'est pour ça que j'ai été là-bas, c'est pour ça que j'ai fait le travail. Et donc voilà. Et donc il faut à mon sens, il faut vraiment qu'on ait une sorte d'électrochoc dans notre pays, mais plus largement dans le monde occidental, parce qu'il va falloir qu'on prenne conscience de ce qui se passe. Parce que ce que les BRICS sont en train de construire, ça va pas disparaître en fait.
C'est le monde qu'ils sont en train de construire. Il est là. La multipolarité, quand vous discutez avec les gens, avec les intervenants qui participent à ce sommet-là, c'est pas un concept abstrait. C'est une réalité déjà bien tangible. Et donc, si on comprend pas ce qui se passe, on pourra pas inscrire dans notre pays dans le monde de demain en fait. Donc c'est absolument urgent qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se jouer. Mais hormis toi, en tant que journaliste français, est-ce qu'il y en a eu d'autres d'autres collègues étaient là ou pas? Alors oui, il y avait Georges Kuzmanovic de Lui, il n'est pas journaliste. avec son nouveau média, non voilà. Il y avait le correspondant en Russie de LCI que vous avez peut-être déjà croisé, qui était là aussi. Il y avait, je crois, il me semble TF1. Je suppose l'AFP, même si moi je les ai pas croisés. Mais bien que tous ces gens-là soient là, j'ai regardé après le traitement qu'a eu LCI de ce sommet-là. Et si vous voulez, on est vraiment à des années-lumière de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est toujours bloqué. Nos médias sont toujours bloqués dans un monde qui concrètement a disparu, qui n'existe plus. Ils ont leur perception de ce qui se passe. En fait, c'est de dire ah mais Poutine a organisé ça pour montrer qu'il n'est pas isolé. Mais ça peut pas être plus loin de la réalité en fait. C'est pas du tout ça qui se passe là-bas. Là-bas, c'est. Alors on va en parler. On va en parler, cher Frédéric. Comment ça s'est passé? Ce que tu as vu, les décisions qui ont été prises. Avant ça, je vais présenter nos amis autour de la table. D'abord, notre ami Maître Philippe Deveul. Comment allez-vous, cher Maître? Très bien, depuis la dernière fois. Bon, le traitement médiatique, même s'il y a eu LCI quoi, c'est 500 000 spectateurs, bon, c'est pas grand-chose. C'est quand même bizarre que des journalistes ne viennent pas faire leur travail. Il faut comprendre qu'il y a un blackout sur la Russie depuis l'affaire russo-ukrainienne, qu'on fait partie de ceux qui ont mis des sanctions, ajouté des sanctions. On est à peu près à plus de 18 000, voire 19 000 sanctions contre la Russie. Et n'oublions pas que nous avions un ministre de l'économie qui est un génie, écrivain de livres pornographiques, qui avait dit qu'il allait mettre un genou à terre à l'économie russe. Ouais, on a vu donc, ce qui fait qu'au final, on se retrouve à un changement considérable de la nouvelle donne économique du monde qui se passe en Russie, et c'est un coup de maître de Poutine. Souvenez-vous que LCI disait qu'il allait mourir, qu'il allait se faire renverser, que ça n'allait pas durer, etc., qui en fin de compte arrive à réunir 3/4 à peu près de la planète lors de cette réunion de Kazan, et on passe à côté de beaucoup de choses pendant qu'on voit notre économie avec un président qui est un génie de la dette à plus de 1 000 milliards d'euros. Merci à vous, cher Maître. Belle introduction. Très belle. Notre ami Pascal Mas, spécialiste de la Russie, voilà, pareil, même question entre nous. Cette non-médiatisation de ce sommet, c'est quand même hallucinant, quoi. Alors moi, ça ne me surprend pas. Moi, ça fait 28 ans que je travaille pour le Tatarstan, donc évidemment, Kazan, c'est ma maison de campagne. Hein. Donc, je ne suis pas du tout surpris, parce que de toute manière, tout ce qui se passe d'innovant et de révolutionnaire en Russie et dans le reste des pays BRICS, c'est parfaitement ignoré par les médias. C'est pas simplement les médias français d'ailleurs. Donc pour eux, d'ailleurs pour les quelques images qu'on a pu voir sur les médias français et dans la presse, c'était Erdogan et Poutine qui se serraient la main, comme si c'était le point culminant de ce sommet, ce qui est loin d'être le cas, qui a été un événement, Frédéric va certainement confirmer, mais pendant la plénière de clôture, Poutine s'est levé personnellement pour aller saluer Erdogan. C'est un symbole, un message diplomatique. Bon, mais pour ça, les esprits occidentaux ne comprennent rien, donc il ne faut pas s'étonner après que les journalistes fassent un oubli sur un sommet aussi important. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est les élections américaines, ce genre de trucs. Merci, cher Pascal. Et enfin, à ta droite, Sylvain Baron, lanceur d'alerte, cofondateur, je dirais même, des Gilets jaunes, écrivain, auteur de Révolte. Bon, ça te surprend, toi aussi? Non, ça ne te surprend pas, j'imagine. Non. Toi qui fais tous les mois, avec Vigimédia, tu passes devant les médias pour... Oui, c'est bien parce que justement, on est complètement... enfermé dans un système de propagande et de censure qu'il y a une nécessité absolue de reprendre le contrôle des médias.
Mais oui, le traitement médiatique que j'ai vu sur ce sommet des BRICS était particulièrement indigne, puisque, encore une fois, il s'agissait en biais de chercher à salir Poutine, dire il n'y arrive pas, etc. Alors qu'il y avait quand même beaucoup de pays représentés, dont certains dont on n'aurait pas imaginé leur présence. J'ai vu par exemple que l'Arménie était là. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'Arménie soit représentée. Alors bon, avec Erdogan, pareil, c'est quelque chose qui est quand même important. La Turquie est dans l'OTAN. Erdogan qui est en train de clairement signifier à ses partenaires occidentaux, bon, on en a marre de votre hypocrisie, on va plutôt se rapprocher des BRICS. Ça devrait interpeller. Et non, apparemment, ça ne les intéresse pas. Merci à toi, cher Sylvain. Dis-moi, Frédéric, quels étaient du coup les objectifs de ce sommet des BRICS à Kazan? Alors les objectifs, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'objectifs spécifiques au sommet en fait. Les BRICS, il faut comprendre leur construction. Ça fait aujourd'hui 16 ans qu'ils existent. Ça a commencé même avant ça. Et donc ils travaillent dans un temps long. Ils font un travail structurel, structurant, pour essayer donc premièrement, la clé de voûte, on va dire, c'est effectivement la dédollarisation de leurs économies. Pour s'émanciper du dollar qui aujourd'hui est utilisé comme une arme par Washington. Donc ça, c'est déjà un fait avéré qui est déjà bien avancé dans les économies russes et chinoises qui se font à 95%. Les échanges entre la Russie et la Chine se font à 95% en yuan et en roubles. Et aujourd'hui, ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer les outils pour permettre aux autres États membres de pouvoir s'émanciper de cette domination-là. Parce que tous les pays qui sont là, il faut bien le comprendre, donc encore une fois, c'est la moitié du monde, considèrent que les sanctions qui sont émises à l'égard de la Russie sont illégales et ne veulent pas subir le même sort en fait et cherchent à se prémunir de ce que pourrait faire Washington à leur égard parce qu'ils voient que ce qui arrive à la Russie pourrait très bien leur arriver à eux demain. Ils ne veulent pas que ça leur arrive. Donc ils sont en train de construire les outils pour cette émancipation-là. Et autre point évidemment absolument majeur, et là où je pense qu'il y a eu des avancées majeures au terme de ce sommet-là, c'est qu'ils amènent le volet politique, on va dire, du monde multipolaire. Ils sont en train de l'amener très concrètement, c'est-à-dire que ces gens-là disent aujourd'hui les instances supranationales, à commencer par l'ONU, ne nous représentent plus et on veut y être représenté. Le monde d'aujourd'hui, c'est plus le monde de l'après-guerre, le monde de Bretton Woods. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, le monde est multipolaire. Tout le monde doit avoir voix au chapitre. Nous, on veut avoir voix au chapitre. Et pour ça, il va falloir réformer l'ONU. L'ONU, aujourd'hui, c'est uniquement le Conseil de sécurité qui est dominé par Washington et qui peut faire à peu près ce qu'il compte là-bas, ce qu'il veut là-bas. Et donc, ils sont en train de créer ce monde-là. Et c'est pour ça que la présence d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est absolument majeure. C'est un signal très fort envoyé par l'ONU. Ça veut dire que l'ONU entend ce que sont en train de dire ces pays-là. Et donc, soit elle se réformera, soit elle disparaîtra dans sa formation. Mais du coup, le fait que tous ces pays, la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Arménie, tous les autres soient présents à Kazan, c'est, j'imagine, un succès immense. C'est un message que M. Poutine envoie au monde, là, pour le coup. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que ce soit un message que Poutine particulièrement envoie au monde. C'est un message que le monde multipolaire envoie aux Occidentaux. Mais ce message, encore une fois, il ne date pas de Kazan. Kazan, c'est la continuité de ce qu'ils sont en train de construire. Le monde aujourd'hui est en train d'évoluer. Le pouvoir tel qu'il a été exercé dans la gouvernance mondiale n'est plus accepté par la majorité de la population. La majorité de la population du monde ne souscrit pas en fait à la vision qui est vendue par Washington. Et ils sont en train de le dire très clairement et ils sont en train de prendre des décisions et de créer des outils très concrets pour créer un monde différent, pour créer un monde qui, à leurs yeux, est plus juste, parce qu'ils considèrent aujourd'hui que le monde dans lequel on vit est fondamentalement injuste. Et donc, ils sont en train de créer un système nouveau. Et c'est ça qu'ils font, c'est ça qu'ils continuent à faire. Et c'est ça qu'on a du mal à percevoir et que nos médias sont absolument incapables de voir parce qu'ils sont dans une russophobie absolue et on est complètement bloqué dans ce système de pensée-là. Le reste du monde n'a pas la même vision de la Russie que nous. Mais alors, vraiment pas du tout. Ils n'ont pas la même vision que nous sur le conflit en Ukraine. Et ils ne considèrent pas que c'est une guerre d'agression. Ils considèrent aussi que l'OTAN a sa part de responsabilité dans cette histoire.
et ils le disent au reste du monde, en fait. Et donc, on essaie de construire là-dessus. Ils essaient de construire là-dessus. Oui, mais ce changement de paradigme, c'est quoi? C'est surtout la dédollarisation? Est-ce que la dédollarisation, c'est l'alpha l'oméga du monde multipolaire? C'est un tout, c'est une nécessité en fait. C'est une nécessité parce que le dollar est aujourd'hui utilisé comme une arme donc on le voit via les sanctions qui sont émises, mais via beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le monde occidental considère encore qu'il finalement il a une certaine supériorité morale et que ce qu'il fait est juste, est droit et justement moral. Or, le reste du monde n'est pas du tout d'accord avec ça. Ils ne l'acceptent pas et eux voient la façon dont le monde est géré aussi, ils le voient fondamentalement injuste et c'est ça qu'ils sont en train de changer. Mais c'est ça qu'ils sont en train de changer collectivement. Et c'est un modèle qui est vraiment très attrayant quand vous discutez avec les gens au sommet qui est là-bas. Donc il y avait des représentants de pays africains, des représentants évidemment de pays asiatiques, etc. Tout le monde acte la fin du monde unipolaire dominé par Washington. Tout le monde dit ce monde-là, c'est fini, on n'en veut plus, on veut créer autre chose. Et c'est ça qu'ils font, et c'est ça qu'ils font concrètement. Et ça, donc évidemment, ça passe par la fin du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, parce qu'encore une fois, les États-Unis utilisent leur dollar comme une arme. Et les pays, par l'exemple russe, ne veulent pas subir le même sort que la Russie, parce qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui est visée, mais demain, ça pourrait être n'importe qui. Et à plus forte raison quand vous êtes un pays avec peu d'influence et peu de pouvoir. Si vous avez Washington qui arrive demain, qui émet des sanctions, vous avez absolument aucun moyen de vous défendre. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un moyen de défense. Mais il n'y a pas un danger pour les BRICS que ça devienne une organisation supranationale comme l'Union européenne en plus grand? Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est vraiment un groupement de pays, mais il n'y a pas de structure. Ils sont pas liés par des traités, ils sont liés par rien du tout en fait. Ils ont simplement une idée commune et ils avancent avec cette idée commune qui est donc d'essayer de développer un monde où tout le monde peut se développer de façon juste. Donc pour l'instant, ce risque-là en fait n'existe pas, ce qui est un peu finalement la force et la faiblesse de ce groupe, parce que c'est très compliqué. Il faut bien comprendre que les BRICS, ça prend des pays qui viennent de partout dans le monde, qui ont des intérêts parfois qui sont divergents. Si vous regardez la Chine et l'Inde, par exemple, qui sont deux piliers de ce groupe-là, jusqu'à encore juste avant le sommet, ils ont un différend territorial qu'ils ont réussi à gérer, mais donc il y a des intérêts qui peuvent diverger, mais la volonté, la façon dont ils approchent ça, c'est par la diplomatie. On dit attendez, on va se mettre autour de la table, on va tous discuter et on va tous essayer de comprendre d'où vient chacun des pays, quels sont ses intérêts, et essayer de trouver un compromis. Et c'est en ça, à mon avis, qui sont aussi très attrayants, c'est que ce modèle-là convainc beaucoup de monde, en fait. Convainc beaucoup de monde, où on n'essaie pas d'imposer une valeur qui est décidée arbitrairement par quelqu'un en disant tout le monde doit suivre ça. Chacun essaie de comprendre d'où vient l'autre, et on fait des compromis, on avance. Toi, tu as été là-bas. Qu'est-ce que tu as entendu exactement lors des conférences? Est-ce que tu as pu aussi échanger avec des gens et puis en discuter un peu plus en profondeur sur ce qu'était ce nouveau monde multipolaire? Alors, il y a plusieurs choses qui en ressortent à mon sens. Donc, comme je le disais au début, c'est que clairement tout le monde a acté donc la fin du monde unipolaire dominé par Washington. Ça, c'est une évidence. Donc, on essaie d'avancer là-dessus. Et il y a un autre point important, notamment quand vous discutez avec des gens qui viennent d'Afrique ou d'Asie, etc. Vous disent, nous, on veut pouvoir se développer avec notre propre système de valeurs, en fait. Et ce que leur permet de faire les BRICS, c'est justement de pouvoir se développer en respectant l'approche et la vision du monde de tout un chacun. C'est-à-dire que les valeurs on va dire progressistes du monde occidental qu'on essaie d'imposer au reste du monde, ça passe mais vraiment pas du tout auprès de tous les gens qui y a là-bas. Ils disent non mais attendez, nous on a
on fonctionne sur un système de valeurs traditionnelles et on veut pouvoir se développer dans ce système-là. On veut pas je sais pas moi, que sais-je, notre aide qui vient du FMI soit conditionnée à quelques lois qu'on doit accepter sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est évidemment ce qu'offrent les BRICS. Chacun respecte le point de vue de l'autre et chacun peut avancer dans le respect des valeurs. Bien sûr, mais est-ce que, parce qu'on sait que les Américains, pour imposer leur monde, alors certes, ils l'imposent par Hollywood et compagnie, très bien, mais ils l'imposent aussi par les F-16 et les bombardements. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient qu'un autre monde possible sans eux se fait, eh bien, ils créent des guerres. Est-ce que les gens que tu as pu voir n'ont pas peur justement que les États-Unis nous amènent vers des guerres à très haute intensité? Les guerres, on est déjà dedans et on voit. C'est un peu le constat finalement qui est fait sur la guerre en Ukraine, qui donc, contrairement à la vision qu'on a chez nous, on pense que c'est juste la Russie qui a agressé la gentille Ukraine. Là, la vision est beaucoup plus globale et tout le monde comprend que justement ce que tu viens de dire fait partie des enjeux en fait de tout ça. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de créer ce monde-là. C'est pour ça qu'ils sont tous en train de se regrouper et de dire bon ben voilà, écoutez, nous on ne veut pas vivre dans un monde où justement on serait sous la menace d'une guerre de Washington, d'une guerre d'agression comme on a pu les voir sur les 50 dernières années, que ce soit en Irak, en Syrie, en Libye ou que sais-je. Et donc le monde qu'ils sont en train de faire, en fait, ils sont en train de, c'est ça que j'ai trouvé moi aussi intéressant. Ils se posent pas en opposition frontale, aux instances qui existent, notamment aux instances de l'ONU, c'est-à-dire que dans leur déclaration finale, ils expliquent bien, nous, on respecte le droit international, on respecte la charte des Nations Unies, mais en fait, on entend bien que le double standard occidental explose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que on dit des choses d'un certain côté et on en fait d'autres de l'autre, et eux veulent juste que le contrat de base qui est signé quand on est au sein de l'ONU, etc., soit respecté, que tout le monde soit traité à la même enseigne, et donc qui est pas des gens qui soient plus égaux que d'autres, si vous voulez, dans ce système-là. Et donc c'est là-dessus qu'ils se développent, c'est là-dessus qu'ils se disent, et qu'ils sont en train de dire aux Occidentaux, écoutez, en fait, respectez ce qui a été construit. Et à partir de là, si vous arrivez à respecter ce qui a été construit et que vous donnez une voix plus large à tout le monde, on pourra discuter, on pourra avancer. L'idée étant évidemment que à ce moment-là, si Washington s'énerve et fait des guerres d'agression à droite à gauche, ils seront sanctionnés par les instances internationales. Donc c'est la réflexion là, on verra ce que ça donne. Mais encore une fois, la présence de Guterres, à mon sens, est vraiment un signal fort de la part de l'ONU. Qui dit qui entend en fait ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça que vous voyez la réaction épidermique de Washington ou de Bruxelles sur la présence de Guterres en disant ah là là, mais attendez, c'est absolument scandaleux qu'il fasse ça, mais voilà, c'est ça qui est en train de se passer. L'ONU est en train de constater ça, donc on peut espérer qu'on aura une évolution et une réforme positive en ce sens-là, mais effectivement on ne peut que l'espérer. Et si Washington l'accepte pas, on va aller au devant de sacrés problèmes, mais il faudra bien comprendre que ce sera l'Occident contre le reste du monde. Y a-t-il eu des discussions peut-être entre savoir qui, sur les élections américaines, sur Trump, Kamala Harris? Alors oui, il y a eu Poutine dans sa déclaration finale de clôture a eu quelques mots là-dessus, des mots d'ailleurs assez intéressants parce que Trump avait fait une déclaration il y a quelques semaines pour dire qu'il pourrait bombarder Moscou si jamais de grandes déclarations comme ça, et qui ont été vraiment balayées par Poutine et par Lavrov après, qui ont dit non, mais ça, nous on n'en tient pas compte, on sait très bien que en ce moment c'est les élections aux États-Unis, et ce sont des déclarations purement électoralistes, on sait très bien qu'ils ne pensent pas. Et il semblait vraiment assez confiant sur le fait, si Trump venait à être élu, sur le fait que la question ukrainienne puisse se régler. Apparemment, Trump a dit, c'est pas vous que je vais l'apprendre, qu'il réglerait la question de l'Ukraine en un jour ou à peu près. Et les Russes considèrent que c'est absolument pas impossible. Donc
Donc et là-dessus, c'était finalement plutôt rassurant. Merci, cher Frédéric. On va lancer une petite réclame et après, on va tous débattre ensemble sur cette discussion. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.